Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du R3 contre le R6 Mark II. Donc le R3, je l'ai depuis août. Je suis assez fan de l'appareil photo en général, sinon j'aurais déjà revendu. Il est vraiment assez intéressant, l'ergonomie est vraiment assez géniale et il y a plein de nouvelles, certaines nouvelles technologies et l'optimisation du boîtier en général qui font qu'il est vraiment très intéressant ce boîtier. Seulement, normalement, j'aurais dû faire le test d'ici à aujourd'hui. Sauf que je l'ai pas fait parce que j'étais pas content de mes conclusions et il faut que ça mature un peu dans ma tête pour pouvoir vous faire ce test qui arrivera. Et j'ai notamment eu ça aussi que j'ai acheté. Comment dire ça? Ce que je veux dire par là, c'est que le R3, bien qu'il est vraiment très très bon, il y a des propositions plus, on va dire, dans l'air du temps. On est dans l'ère de, des flagships ou des porte-étendards, donc des appareils photo haut de gamme de chaque marque qui vont avoir beaucoup de pixels. Et lui, il fait figure d'un peu appareil photo à l'ancienne à côté, même s'il a des spécifications qui sont vraiment super. Et je le trouve plus polyvalent au final que les autres. Il en reste qu'il est en retrait, pas de 8K, que 24 millions de pixels du coup. Et donc voilà, ça peut faire réfléchir de ce côté-là. Et c'est là où intervient le R6 Mark II, fraîchement sorti, qui montre que Canon veut vendre des appareils photo et propose une proposition assez géniale, certes un petit peu cher ici, mais moins cher ailleurs, et qui a de solides arguments pour satisfaire beaucoup de photographes et aussi de gens qui font de la vidéo. Parce que Canon avait toujours une tendance jusque-là à segmenter photo et vidéo, et le R6 fait un pas vers la vidéo qui le rendra beaucoup plus pratique à utiliser que bien évidemment le R6 et que d'une certaine manière le R3. Et donc comme c'est que des choses qui font partie du software, j'aimerais bien que ça aille dans le R3, mais on va parler de cette petite comparaison entre les deux pour certainement vous aider à choisir. Si vous hésitez entre les deux, parce qu'il y a quand même pratiquement, la moitié, vous pouvez acheter deux R6 Mark II pour un seul Canon EOS R3, donc ça peut faire réfléchir certains. Mais si vous hésitez vraiment entre le R3, parce que vous avez l'argent, et le R6 Mark II, peut-être que c'est la vidéo qui sera faite pour vous. Donc on va d'abord parler des choses qui sont qui sont intéressantes sur l'R3 par rapport au R6 Mark II, et après parler des nouveautés qui font du R6 Mark II une proposition vachement intéressante. Moi personnellement, je ne veux pas le R6 Mark II parce que je suis vraiment fan de l'ergonomie et des petites évolutions qu'il va y avoir à l'intérieur, notamment une petite. Vous pourrez ne pas appeler petite, mais moi j'appelle ça petit puisque ça aide seulement à prendre des photos. Ça ne révolutionne pas la qualité d'image qu'a cet appareil photo là. Moi, ce que j'adore, c'est que le boîtier est vraiment très très bien fini, il n'y a rien qui bouge dessus, même la porte, voilà, tout est vraiment très solide. L'appareil photo est pourtant assez léger, il est plus léger que le R6 Mark II avec un grip, le même grip que le R5 et le R6, et donc c'est une performance de ce côté-là, et voilà, je trouve ça vraiment assez génial. Il y a l'ergonomie Canon avec des choses en plus, il y a ce qu'avait intégré le Index Mark III, à savoir le joystick, mais aussi un contrôleur infrarouge que je trouve assez génial et qui peut être réglé. Donc si vous n'aimez pas la sensibilité de base dessus, vous pouvez la régler sur 3 réglages. Moi je crois que j'ai mis le réglage du milieu pour pouvoir à la fois aller vite et pouvoir aller un petit peu plus lentement. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a plusieurs méthodes AF possibles, donc ça veut dire qu'on peut à la fois utiliser la nouvelle technologie, le contrôle de l'AF par l'œil, donc moi que j'ai mis sur le bouton ici, donc c'est un AF on avec le contrôle de l'œil, et derrière j'ai mon AF on standard. Donc si pour X ou Y raison, j'arrive pas exactement à mettre au point où je veux avec l'AF contrôlé par l'œil, puisqu'il a des fois des petits problèmes, puisque bien évidemment il est obligé de voir une direction juste avec un point, donc ça peut arriver qu'il y ait des petits problèmes, mais c'est très rare, et dans ce cas-là, je peux complètement utiliser en même temps l'iPhone normal. Parce que avec le bouton, le Smart Controller, vous bougez le collimateur, alors que le contrôle de l'œil, vous voyez le réticule tout le temps, et c'est à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton que l'autofocus va se faire là où vous avez mis votre œil. Donc voilà, la méthode est un petit peu différente et ça permet l'utilisation des deux sans problème. Et bien évidemment, mon iPhone reste aussi parce que lorsque j'ai pas l'œil dans le viseur, ça me permet de faire la mise au point beaucoup plus facilement, parce que je peux pas utiliser le contrôle de l'œil à ce moment-là, et c'est vraiment assez génial. Moi, ce que j'adore là-dessus,
c'est grâce au nouveau système AF, mode de zone AF qu'on a, donc on appuie sur un bouton, on peut avoir le suivi sur n'importe quel collimateur ou zone, ce qui est aussi le cas sur le R6 Mark II, mais avec le contrôleur infrarouge en vidéo, je peux prendre une petite zone, parce qu'on peut choisir la taille aussi sur le R6 Mark II, et se dire, juste avec le contrôleur infrarouge, ne pas faire bouger la caméra et réussir à bouger là où on veut et faire la mise au point beaucoup plus facilement que même le touch tracking, parce que moi ce que je regrette un peu sur les Canon, c'est comment dire ça, le suivi AF non intelligent, ce qu'on appellerait le real-time tracking chez Sony, qui ne marche pas vraiment très bien chez Canon. On aura toujours une tendance à l'appareil photo à aller vers là où il a envie d'aller et pas ce que vous avez demandé. Donc ce système à utiliser la zone, ça rend l'autofocus beaucoup plus précis et vous pouvez ça permet aussi de pouvoir sélectionner un sujet, donc l'œil du sujet, et faire l'autofocus dessus, et ce qui est assez génial, l'isoler, donc il va partir à partir du carré. Par exemple, vous pouvez faire comme une visière où vous avez que sélectionner des yeux, et du coup, en fait, à partir du moment où vous avez le sujet qui est sélectionné, il va pouvoir le suivre dans tout le cadre. Et donc, moi, ce que j'adore sur ce R3, c'est plus la façon dont est organisé le boîtier pour vous donner la possibilité de faire l'autofocus, et pour moi c'est l'appareil photo le plus pratique pour faire ça, même si, comme je vous l'ai dit, l'autofocus n'a pas forcément amélioré par rapport au R6 du côté du suivi non intelligent, et ce sera exactement pareil sur le R6 Mark II, même si le R6 Mark II a apparemment la capacité de sélectionner automatiquement le sujet, ce que n'a pas le R3, à savoir vous n'êtes pas obligé de mettre animal, voiture ou être humain. Ce qu'a en plus aussi le Canon EOS R3, c'est qu'on a le même viseur que sur le R5, mais qui a un œilleton beaucoup plus grand pour accommoder le système infrarouge qui permet de détecter votre œil pour l'autofocus contrôlé par l'œil. On a aussi un panneau arrière qui est de 4 millions de points, donc à ma connaissance c'est celui qui est le plus élevé en définition de tous les appareils photo qui sont sortis jusqu'ici. Et donc ça marche bien. Moi je suis pas forcément super sensible à ça, mais je sais que beaucoup d'entre vous ils seront sensibles. Et en plus, par exemple en vidéo, il y a la capacité, ou même en photo, vous pouvez affilier un bouton à la luminosité, donc allumer directement plus fort votre écran en appuyant sur un bouton. Moi je m'en sers que lorsque je vlog en plein soleil par exemple, avec le iPhone en vidéo, et c'est quelque chose de plutôt pas mal, mais je pense que le R6 Mark II a aussi cette spécification. Les deux vont avoir le problème d'avoir un micro HDMI, ce qui est vraiment dommage, surtout pour le R3, qui est quand même censé être un appareil photo plutôt professionnel, alors que il n'y a pas la place là-dedans de faire ça. Après, côté carte, vous allez peut-être vous dire que le R6 Mark II est plus pratique puisqu'il embarque 2 SD, mais du coup, on a en vidéo des limitations qu'on verra après, et ce qui est faux, c'est que ça ne rend pas le R3 plus cher en carte que le Canon EOS R6. Si j'utilisais le Canon EOS R6 avec le max de ses possibilités, j'utiliserais 2 V90 dessus, surtout pour la photo, parce que la vidéo sur le R6, je sais qu'il n'y a pas besoin d'avoir une V90, une V60 suffit, mais par exemple une CF Express de type B qui fonctionne parfaitement là-dessus, à savoir que ma SDV90 me permet de faire en rafale 30 images par seconde, 340 images, donc c'est une carte en Jailbird qui coûte 200 €, et ma CF Express de type B coûte le même prix, coûte 30 € de plus, donc c'est pas ça qui va péter le budget, c'est pas forcément une CF Express de type B adaptée au R3 qui vous coûtera le plus cher, donc l'argument des cartes, je le retiens pas de ce côté-là, et vous devriez pas non plus, parce qu'ils tournent tous les deux sur ces cartes CF Express de type B, qui ont quand même 800 MO par seconde de vitesse de base. Et 850, c'est assez étrange, c'est que la vitesse haute, donc celle qui n'est jamais respectée, est 850. Donc c'est pas très loin des 800 MO par seconde de base. Du coup, je parlais des cartes. Ce qui va limiter du coup beaucoup le R6 Mark II, c'est les cartes. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des cartes qui peuvent assumer
de la vidéo beaucoup plus élevée. Par exemple, celle que j'ai là-dedans, elle fait 260 MO par seconde en vitesse de base, même si c'est une V90 à la base. Et donc, du coup, le Canon EOS R6 Mark II a beaucoup plus de limitations en format vidéo, pas forcément vidéo en général, en format vidéo, à savoir que comme le R3, on a 60 images par seconde oversamplées avec le format entier, donc plein format, on n'a pas de crop comme sur le A7 IV en APS-C lorsqu'on est en 60 images par seconde, ce qui est vraiment très bien. Par contre, contrairement à la 7.4, on n'est que sur du format compressé de l'IPB, donc pas de intra-frame, donc ce qu'on a sur le A7 IV, ce qu'on a sur le R3. Par contre, sur le R3, le intra-frame, là ils ont un peu, comment dire ça, Canon aurait pu voir ça d'une façon un peu plus crédible, parce que le intra-frame là-dessus, si je regarde, hop, tac tac, alors est-ce que j'ai formaté ma carte? Je vais en vidéo, menu, hop, intra. Si je m'en mets en All Intra 4, hop, avec 512 gigas, j'ai 2 heures de 24 images par seconde. Et 1h04 de 60 images par seconde. Ce qui est vraiment un petit peu, pas beaucoup. Hein. Et lorsque je passe en RAW, on va voir ça. Hop. RAW. Hop. Je suis pas beaucoup plus loin. Si je prends le RAW avec la compression, comment dire ça, le RAW léger, ce que Canon appelle légère RAW, une très belle traduction, et ben j'ai 1h28 en 23,98 images par seconde, ou 24 images par seconde. Donc voilà, l'optimisation, c'est pas forcément ça, et c'est ce qui rend le Canon EOS R3 un petit peu difficile à utiliser. Mais bon, on a ce format All Intra, on a le RAW en interne, le R6 Mark II a le RAW en externe, donc il vous faudra acheter en plus un enregistreur externe, donc un Ninja 5 Plus, si je dis pas de bêtises, parce que je crois que le Ninja 5 de base n'est pas capable de faire autre chose que du 4K, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs du Blackmagic Video Assist, qui est sorti pas en même temps, mais qui est de la même génération que le Ninja 5, qui peut faire du 8K RAW avec ça, pour 2250 €. Voilà. Et donc, ce que va avoir aussi le R3 de plus que le R6 Mark II, 4K 120 images par seconde. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est pas de la 4K qui est, comment dire ça, qui est en direct, c'est de la 4K ralentie directement. C'est un peu bizarre comme formulation. Donc pas de son, et on est directement vers du 30 images par seconde. On n'a pas de choix. On n'a pas le choix 24, 25, 30, 60 images par seconde. On est obligé de faire 120 vers 30. Donc ça vous oblige dans votre logiciel de montage à remultiplier ou faire un pourcentage de la vitesse pour que ça se cale bien dans vos 24, 25 ou 60 images par seconde. Si vous êtes en 30, ça vous ira parfaitement bien. Mais c'est pareil sur le R6 Mark II. Le R6 Mark II n'a cependant pas le 120 images par seconde en 4K. Il a le 180 images par seconde en Full HD, alors que le R3 a 240 images par seconde en Full HD. Je ne sais pas comment se comparent les deux, mais je pense que c'est la même façon de travailler, sauf qu'ils ont enlevé des images pour quand même laisser un avantage au R3. Voilà, parce que le capteur est quand même de 24 millions de pixels sur le R6 Mark II, même s'il n'embarque pas les mêmes technologies, il n'est pas illuminé par l'arrière, donc backside illuminated. Ce que ça veut dire, c'est que avant on avait la couche de filtre photodiode, enfin un calais, comment dire ça. On avait les lentilles et on avait les photosites qui étaient derrière l'électronique, donc ça passe à travers l'électronique. Maintenant l'électronique est derrière sur le R3. D'ailleurs, c'est le seul capteur Canon qui est rétroéclairé, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, je ne sais pas pourquoi. Donc ça augmente le rendement, donc possiblement, enfin c'est pas possiblement, c'est meilleur au ISO, meilleure dynamique, et autofocus qui marche légèrement mieux. Dans les faits, voilà, c'est pas forcément le cas, mais l'avantage que va avoir le R3, si c'est sur le... D'ailleurs, dites-moi ça, si vous avez un R6 Mark II, dites-moi, je ne sais pas pourquoi vous regarderiez cette vidéo, dites-moi si dans les options de visualisation
du viseur, il y a dans le R6 la possibilité de mettre la prévisualisation de la profondeur de champ dans le viseur directement, sans avoir besoin de mettre ces ouvertures réelles, parce que le R3 le fait, et je trouve ça assez génial, de pouvoir visualiser directement la profondeur de champ et le vignettage, parce qu'aucun Canon avant cet appareil photo là ne le faisait. Donc je ne sais pas si c'est les appareils photo d'après le fond, ou si c'est une chose qui est due au fait que le capteur empilé, puisque c'est un capteur empilé aussi, et donc il a plus de mémoire que juste avoir ses processeurs, puisque comme on a de la mémoire sur le capteur, ça équivaut à un processeur ou une partie de processeur, ce qui n'est pas le cas pour par exemple le A7 IV ou cet appareil photo là, ou le R6 Mark II. Donc c'est pour ça qu'il a des capacités un peu supérieures. Après, je peux pas comparer des capacités si je vois pas l'appareil photo qui succède, puisque je l'ai pas avec moi cet appareil photo. Mais c'est là où s'arrêtent un peu les avantages au final que va avoir le Canon EOS R3. Après, ça marche exactement de la même façon, à savoir que l'IPB, c'est exactement les mêmes nombres, enfin le même bitrate, donc le même nombre de MO par seconde, que ce soit sur le R6, sur le R3, sur le R5, me semble-t-il aussi, enfin sur tous les appareils photo, sur le R7, donc ils sont pas embêtés. Bon, remarque, Sony fait exactement la même chose, donc à savoir qu'on est en 170 MO par seconde en 24, en 25, en 30, et on est à 340 lorsqu'on passe à 60 images par seconde, lorsqu'on est, attention, en log 3, et on a les 10 bits du coup. Mais lorsqu'on est en normal, on n'a que 8 bits, et en HDRPQ, on est de retour en 10 bits. Et faites attention, hein, si vous voulez utiliser sur un écran SDR du HDRPQ, il faut bien faire une conformation de votre fichier, sinon ce sera pas lu correctement et ce sera cramé ou des choses dans le genre, et pas terrible. Bon, là je m'écarte un petit peu, mais voilà, les avantages du Canon EOS R3 maintenant, on en a parlé. Donc il y a 30 images par seconde, oui, il y a 40 images par seconde sur le R6 Mark II, donc ce serait bien de voir apparaître les 40 images sur le R3. Alors les 30 images c'est parfaitement jouable, hein. Donc comme on a un capteur empilé, on a ces 30 images par seconde, sans rolling shutter, ou avec très peu de rolling shutter, ce qu'on aura sur le R6 Mark II, mais le R6 Mark II est meilleur que le R5, donc meilleur que tous les appareils photo qui n'ont pas de capteur empilé, donc ça c'est vraiment très bien de ce côté-là. Par contre, quand on a 40 images par seconde, on est en RAW 12 bits, donc on perdra en profondeur de couleur et potentiellement du coup en dynamique. Donc voilà. Ce qui n'est pas évident hein, dans les faits, mais voilà, on est sur une qualité de RAW qui est inférieure, donc RAW compressé sans perte sur les deux, mais un on sera sur 14 et l'autre sera sur 12 bits. Et là, je vous ai dit RAW compressé sans perte. Oui, Canon n'a jamais dit qu'il faisait du RAW non compressé, et si on compare la taille des RAW à n'importe quel autre appareil photo équivalent, eh bien, on voit bien qu'il y a une différence en termes de taille. Le fichier non compressé, on ne peut pas le compresser sans avoir de compression. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est bien du compressé, mais on n'est pas là pour parler de ça. Alors les avantages du Canon EOS R6 Mark II, donc ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas de problème avec les 12 bits, vous avez 40 images par seconde, donc 10 images par seconde en plus, ce qui est vraiment pas mal, avec un autofocus qui est, s'il n'est pas équivalent en sensibilité, équivalent dans tout le reste au R6 Mark II, puisque on a le même nombre de pixels, donc la détection devrait être pareille. Cependant, il sera moins rapide vu que c'est pas un capteur empilé, mais on a des spécifications qui devraient arriver, j'espère, sur le R3, à savoir par exemple la rafale RAW, le pré-shot, ce que vous voulez appeler, vous voulez l'appeler comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. C'est la capacité, pendant je ne sais plus combien de secondes avant, de bufferiser les photos. Et donc lorsque vous prenez la photo, vous avez un fichier qui est un fichier rafale, où vous pouvez extraire des RAW, mais vous pouvez extraire des RAW avant le moment où vous avez déclenché. Et avec les capacités du R3, ça pourrait être vraiment génial, puisque à mon avis, ça pourrait augmenter la taille du buffer, et donc ce fichier-là serait beaucoup plus gros, et vous pourrez extraire là-dedans exactement tous les RAW que vous voulez, sans avoir besoin d'avoir tant de place prise par les photos dans l'appareil photo, et ça en ferait l'appareil photo de sport ultime pour moi.
Donc Canon, mettez-le dedans, mais pour l'instant c'est que dans le R6 Mark II. On a la même capacité apparemment en vidéo, donc c'est pas exactement pareil, c'est juste que ça va filmer 5 secondes avant, ou 2 secondes avant, et donc ça prend en compte directement tout ça. Donc si par exemple vous voyez une action et vous n'avez pas le temps d'enregistrer, et ben normalement ça va enregistrer avant. Après ce que je sais pas c'est combien de temps avant le déclenchement, ça c'est-à-dire il y a un léger lag lorsque vous appuyez sur le bouton pour enregistrer. Donc est-ce que c'est à partir, ben, voilà, je sais pas d'où ça va partir, mais ça pourrait éventuellement rattraper même ce lag du fait d'enregistrer. Même si les boutons du Canon sont parfaitement bons de ce côté-là, contrairement à toi, voilà, c'est dit. Et puis voilà. On a aussi la compensation de la variation, donc du focus breathing, qui fait que, comment dire ça, si vous comprenez pas ce que ça veut dire, des objectifs photo, puisqu'en vidéo on n'a pas forcément ce problème, puisque normalement les focales sont étudiées pour ne pas avoir ce problème physique. Une focale est déterminée lorsqu'on vise à plus, enfin lorsque la mise au point est faite à plus l'infini. Mais il se peut sur des optiques photo qui n'ont pas besoin de, comment dire ça, comme vous faites de la photo, qu'on ait un changement de focale à la mise au point, ça ne pose pas de problème. Et c'est ce qui se passe ici. Lorsqu'on se rapproche, souvent, on a soit la focale qui augmente, soit qui diminue, pour des raisons sûrement de taille et de coût de fabrication. Et du coup, ça, c'est pas bon pour la vidéo, parce que ça fait que lorsque, par exemple, on s'avance ou on se recule, ça le fera pas ici, parce qu'il y a la compensation de la variation sur le 20 mm, sur mon A7 IV, et ben il y a l'arrière-plan qui va se resserrer et s'ouvrir, ce qui est pas forcément très intéressant et ce qui vous fera regarder souvent l'arrière-plan plutôt que de regarder la vidéo. Sur le R6 Mark II, on a maintenant cette capacité, donc qui est tout simplement un crop au zoom maximal, qui est après compensé en fonction de la mise au point, puisque il faut qu'on voit pas la différence, donc il y a quand même une petite compensation logicielle en plus, hein, c'est pas magiquement juste recroppé qui change quelque chose, mais ça marche vraiment très bien chez Sony, et j'espère que ça marchera bien chez Canon, mais c'est encore un truc que le R3 n'a pas, donc c'est un petit peu dommage. Au final, on a une lampe télé, enfin une lampe télé, on n'a pas de lampe télé justement, mais l'écran a ce cadre rouge qui vous permet de voir que vous enregistrez, ce qui est intéressant, et des fois il s'allume et il s'éteint. Donc ça permet d'avoir vos yeux qui sont attirés. Ah oui, j'enregistre, alors que il est fixe sur le Sony, et celui-là je le vois pas forcément très très bien. Donc s'il fait un petit peu sombre ou trop soleil, je le verrai pas, ce qui serait pas forcément le cas sur un R6 Mark II, et c'est vraiment très bien de ce côté-là. On a les fausses couleurs, donc c'est des couleurs qui sont fausses, voilà. Donc qui permettent de voir l'exposition tout en ayant, comment dire ça, tout en ne reflétant pas la réalité, pour justement bien voir les hautes, les moyennes, les basses lumières, avec des codes couleurs vraiment séparés les uns des autres, pour que ce soit visible très rapidement. Et donc il y a une charte qui est indiquée dans l'appareil photo. Et bien évidemment, contrairement à la grille et à tout ce qui part lorsque vous commencez à enregistrer sur un Canon, ça va vraiment rester affiché. Et c'est très bien de ce côté-là. On a aussi la gestion de la surchauffe qui est différente, à savoir que le R3 surchauffe à cause notamment de ce 120p, et ce que j'ai pas dit, c'est pourquoi, enfin c'est le seul mode qui est en All Intra, et c'est certainement aussi le cas sur le Canon EOS R6, pour gagner de la qualité, parce qu'on n'est plus en oversampling. Je pense qu'il compresse moins le fichier, mais ce qui est une aberration complète. Ça fait que le calcul est beaucoup plus compliqué, puisque c'est déjà enregistré en ralenti, et ça fait surchauffer l'appareil photo. Mais par exemple, le Canon EOS R6 a la chose qui a été introduite par le R7, à savoir une espèce de barre de chargement qui vous permettra de voir à quel moment l'appareil photo va surchauffer. Ce qui est plutôt bien, si vous shootez professionnellement, vous saurez à quel moment vous allez surchauffer. Donc vous pouvez vous préparer à la surchauffe, et donc commencer ou pas commencer des séquences qui pourraient être, ratées, ruinées par le fait d'avoir la surchauffe. Là, vous pouvez anticiper à l'avance ce qui se passe, et c'est bien que tous les appareils photo héritent du R3, mais ce serait bien que le R3 hérite aussi de cette fonction, et ça permettrait de voir directement la surchauffe arriver sur le 120 images par seconde là-dessus.
Donc voilà. Et il y a d'autres petites choses qu'il va y avoir sur le R6 Mark II, mais je suis pas sûr que je vais m'en souvenir maintenant. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous pensez de ces améliorations. Est-ce que ça gâche un peu le R3? Est-ce que ça le rend obsolète pour vous? Est-ce qu'il reste quand même assez exceptionnel? Alors je ne veux pas forcément du fanboyisme Canon, hein, surtout que moi je suis pas du tout un fanboy, je prends ce qui est efficace lorsque j'en ai besoin. J'adore quand même Canon, hein, puisque c'est la marque avec laquelle j'ai commencé. Mais vraiment, s'il y avait toutes ces fonctions sur le Canon EOS R3, ce serait pas loin d'être l'appareil photo parfait pour moi, parce que ce qui me rend quand même assez intéressant le Canon EOS R3, c'est que, et d'ailleurs on pourrait parler du R6 de ce côté-là, le R6 Mark II est une évolution du R6 qui ne perd pas en qualité par rapport au R6. Le R3 c'est un cran au-dessus. Il n'y a vraiment rien qui va au-dessus en termes de haut ISO, de fidélité de la colorimétrie en fonction des ISO. Et j'ai été bluffé même en vidéo à très haut ISO. Il y a beaucoup de bruit. Certes, ça pourra en déranger certains, mais on n'a aucune perte de, comment dire ça, de piqué ou quoi que ce soit à la compression ou du denoising. Là-dessus, c'est certes très brut et un peu délicat et peut-être limite pas retouchable en bruit, mais si vous acceptez le bruit, l'image est très claire et comment dire, facilement visible, discernable, ce que vous voulez. Et moi, je trouve ça vraiment très agréable là-dessus. Après, c'est vrai que le bruit est pas mal présent si vous surexposez pas l'appareil photo de base, mais ça rend pas les scènes illisibles non plus. Donc voilà, pour moi, c'est l'appareil photo le plus polyvalent, mais le R6 Mark II n'est pas loin de ça, et c'est peut-être pour ça, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, que ça vous fait vous poser des questions, et que par exemple, peut-être prendre le R6 Mark II plus par exemple un 24-70 2.8 ou un 70-200, ou voilà, ce qui rentre dans votre budget et qui pourrait faire le prix d'un R3, vous ira mieux que d'acheter un R3. Parce que moi, pour l'instant, j'ai choisi le R3 avec que des optiques RF non L, à savoir le 35, le 16, le 50, le 100-400, oui, qui est vraiment pas mal, à part peut-être en stabilisation. Et après, j'ai un 100 macro, mais qui n'est pas RF, et un 24 mm de 8, mais bon, voilà. Je crois que ça va marquer la fin de cette vidéo, donc dites-moi voilà, en commentaire vers quoi vous pourriez tendre. Et je parle vraiment hein, de personnes. Après, vous pourrez me dire ce que vous aimez dans le R6 Mark II, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, si vous n'êtes pas intéressé par le R3, venez pas juste me dire « Oui, moi je préfère le R6 Mark II ». Non, ce serait plutôt, je ne vais pas en croiser beaucoup, mais des gens qui seraient un peu tentés par les deux et voir votre interprétation, puisque ça m'aiderait aussi à tester ce Canon EOS R3. Et donc moi, je vais vous laisser là-dessus, et en espérant que vous allez bien. Et donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, peut-être de test du R3, peut-être de test du XH2, ou peut-être même de test d'objectif, parce qu'il faut que je me fasse violence de ce côté-là.